Bienvenue à Lecture et compagnie. Aujourd'hui, l'animatrice, moi, qui est Emmanuelle Latendresse, responsable des bibliothèques à la ville de Thetford-Mine, j'accueille Annabelle Cousineau. Bonjour Annabelle. Allô? Qui va nous parler en fait de cinéma et de littérature, notamment avec le livre Il pleuvait des oiseaux. Donc, nous allons pouvoir tout de suite commencer, mais avant, moi j'aime toujours ça qu'on se parle en fait de ton parcours de lectrice, mais aussi de cinéphile. Donc, comment t'expliques un peu ton parcours autant de lectrice que de cinéphile, Annabelle? La lecture, j'ai toujours apprécié lire, là. Dès que j'ai appris à lire, je lisais tout. Je faisais beaucoup de routes, là. Étant plus jeune, je faisais Gatineau-Montréal souvent. Tous les panneaux que je voyais, je les lisais à voix haute. Fait que la lecture a été dans ma vie depuis le moment où j'ai su lire. Le cinéma, ça a été un peu plus tard. Ça a été grâce à un cours que j'ai eu en secondaire 5. C'était un cours Histoire de l'art et Histoire du cinéma et des arts visuels. Fait qu'on voyait le cinéma, mais aussi les peintures puis des peintres. Puis je suis tombée en amour avec le cinéma. Mon prof, il m'avait fait découvrir un court-métrage là, d'un cinéaste un peu bizarre, là, David Lynch, en fait. Là. Puis il m'avait fait découvrir ce court-métrage-là. Puis c'était quelque chose que j'avais jamais vu. T'sais, c'était pas un blockbuster, là, comme on a l'habitude de voir. Fait que j'avais été voir mon prof, puis j'ai dit, OK, mais je veux en voir plus. C'est différent. Puis ça vient me créer des émotions que je suis pas habituée d'avoir en écoutant un film, là, outre que du plaisir. Là, ça vient vraiment me... Ce court-métrage-là était venu me chercher, là, fait que depuis, puis là, je suis arrivée le soir à la maison, puis j'ai dit, papa, je veux étudier en cinéma dans la vie. OK. Fait que t'as donc fait des études en cinéma par après. Oui, c'est ça. J'ai fait un baccalauréat en études cinématographiques à l'Université de Montréal. OK. Donc, quelle est ta relation donc avec la lecture et avec le cinéma? Quelle place que ça a dans ta vie? Présentement, la lecture a une plus grande place que le cinéma. J'ai toujours un livre sur moi. Là, si je dois attendre à quelque part, ben je sors pas mon téléphone, je vais sortir mon livre. Dans ma routine, j'ai au moins une demi-heure de lecture là, le soir, plus souvent que le matin, mais elle est très présente. Le cinéma, un peu moins depuis que j'ai fini mes études. Peut-être que j'ai eu une petite écœurantite aiguë de film. Ça arrive, des fois. De film, mais j'apprécie toujours de découvrir des nouveaux films, d'auteurs surtout. Puis, fait que c'est ça. Fait que je continue à en écouter, mais beaucoup moins que quand j'étais aux études. Là. Donc, aujourd'hui, en fait, tu nous a proposé Il pleuvait des oiseaux, donc le film et le livre. Oui. Est-ce que tu veux un peu parler là, des deux... Oui. Le livre a été écrit par Jocelyne Saucier en 2011. Oui. Puis le film, tant qu'à lui, c'est un film de Louise Archambault. Okay. Et il a été produit en 2019. C'est tout récent. Oui, c'est un film tout récent. Puis c'est l'histoire, dans le fond, on suit une photographe qui va en région pour aller faire un reportage sur des grands feux qu'il y a eu dans le passé, dans cette région-là. Et elle tombe sur... En fait, elle recherche un personnage qui s'appelle Tom Boychuk. Et son parcours, dans le fond, elle se ramasse à rencontrer 3 messieurs qui étaient des amis de Tom Boychuk. Et ces personnes-là ont décidé de vivre hors société. Fait qu'ils vivent dans le bois, ils ont construit leur cabane, puis ils vivent vraiment au gré des saisons. Là, ils bûchent leur bois, puis tout. Fait qu'elle passe une bonne partie de son temps dans cette région-là avec ces personnes-là. Puis, elle découvre que ces personnes-là, ils ont un lien d'amitié. Puis aussi, elle découvre qu'ils ont une acceptation de la vieillesse, de vieillir. Puis, ils ont aussi une acceptation de la mort. Puis, leur propre acceptation. Là. Okay. Donc, ce serait principalement les thèmes là, du livre là, qu'on peut trouver. Oui. Donc, selon toi, ça s'adresserait à qui, ce livre-là? À tout le monde. À tout le monde? Oui. C'est sûr que le film va être un peu plus accessible que le livre, dans le sens que souvent les films
il y a le public apprécie... il y a un plus grand public qui va écouter un film que lire un livre. Mais les deux sont à découvrir, là, selon moi. Oui, puis tu sais, même pour des lecteurs qui sont pas habitués, là, ça se lit vraiment bien. Les chapitres sont quand même courts, la langue est simple, c'est écrit d'ici, donc c'est dans la langue originale. Donc ça se lit super bien, puis les thèmes sont vraiment, je trouve, universels. Là. On lit ça, puis moi, je m'attendais pas à apprécier autant l'œuvre, et finalement, j'étais vraiment surprise. Là. Fait que c'est vraiment, là, le livre est vraiment accessible à tout le monde, même les peu lecteurs. Oui, comme tu disais, là, c'est pas un gros livre, c'est écrit relativement gros, puis fait que oui, c'est accessible à tous. Là. Fait en général, comment tu as apprécié autant le livre que le film? Est-ce qu'il y en a un que tu as préféré? Est-ce que tu avais des commentaires sur l'appréciation du livre? Oui. Bien, c'est sûr que j'ai vu le film en premier. Quand j'ai vu qu'il passait au cinéma, j'ai été le voir au cinéma. Puis quand j'ai aussi su qu'il y avait des scènes qui ont été tournées dans la région d'ici, ça me piqué ma curiosité. Donc, puis quand j'ai été voir le film, je savais pas qu'il y avait un livre. OK. Donc, puis c'est dans le générique, là. Moi, je suis du genre de personne qui lit le générique. Wow. Je suis pas ce genre de personne. Puis dans le générique, c'était écrit une adaptation du roman de Jocelyne Saucier. Fait que là, j'ai couru à la librairie aller acheter le livre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Fait que c'est sûr que j'ai un petit penchant pour le film, mais j'ai pas... ma lecture, j'ai apprécié mon moment de lecture là, aussi. Là. Autant. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux? Est-ce qu'on voit là, beaucoup, là, est-ce qu'il y a beaucoup de coupures? Est-ce qu'il y a... Bien, c'est sûr qu'avec les thèmes qu'on voit, qui sont présents dans le livre, c'est facile de donner différentes lignes directrices là, au film. Puis je pense que Louise Archambault, elle a choisi l'amitié puis l'acceptation de la mort en grosse partie. Et la vieillesse, là, ça vient ensemble. Fait qu'il y a une différence. C'est pas une adaptation mot pour mot. Il y a une différence. Il y a des personnages un peu moins présents dans le livre que dans le film, mais la base, elle est là. La base est là. Puis, Ben, j'avais remarqué aussi dans un des thèmes qui est peut-être moins présent. En soi, on suit beaucoup plus le personnage de Marie-Neige. Je pense qu'on voit beaucoup plus à travers ses yeux. Et elle a été en psychiatrie, en fait. Elle a été internée, là. Elle a été forcée d'être internée pratiquement toute sa vie et elle se sauve. Et de voir ça aussi, ça fait toute une critique sur l'époque, en fait, puis la perte de la liberté, là. Et le fait qu'il y a moyen, même à l'âge où est-ce qu'on est rendu, c'est une femme âgée, de retrouver cette liberté-là malgré toutes ces années-là. Là. Puis je trouve que ils l'ont vraiment bien mis dans le film. Oui, c'est vrai que le personnage de Marie-Neige, il est présent dans le livre, là, mais je pense qu'on y met moins l'emphase que... Puis le film commence là, avec, je pense que c'est son neveu qui va la chercher là, à l'hôpital, puis qui la fait sortir. Le film commence comme ça, dans le fond, puis c'est vraiment... il l'emmène avec lui en région, puis on la suit tout au long du film, donc... Mais oui. Puis au contraire, le livre, lui, met beaucoup plus d'accent, je pense, sur la présence de la peinture. Là. Il y a un des personnages, Tom Boychuk, qui est décédé, va parler des grands feux par des toiles. Il va reproduire plein de toiles. C'est beaucoup plus présent dans le livre, cette relation à l'art-là qu'on va voir, alors que c'était clairement plus difficile à représenter, je pense, au cinéma, de faire des centaines de toiles avec des petits détails sur chacune. Oui, parce que ces toiles racontent l'histoire, au final. Oui, c'est ça qu'on apprend. Puis oui, dans le livre, je pense que c'est vraiment ce personnage-là qui est au centre. Puis avec la journaliste, photographe, là, qui veut découvrir son histoire puis en faire une exposition. Là. Oui, c'est ça. À la fin, faire une expo avec leur histoire. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est bénéfique comme l'œuvre en tant que telle, là, le cinéma? Est-ce que tu trouves que... pourquoi est-ce que c'est une réussite, ce film-là, par rapport
au livre. Tu sais, par rapport à d'autres livres, disons, par rapport à d'autres... Tu sais, on en a plein, là, des adaptations de livres, et souvent, l'histoire raconte que c'est toujours mauvais, le film. Pourquoi celui-là, ça fonctionnerait, alors que d'autres, ça marche pas, selon toi? Peut-être parce que ça a été... Je pense que souvent... Ça, c'est mon opinion personnelle, là. C'est ça qu'on demande. Mais je pense que souvent, le livre a tellement a tellement été populaire, a tellement... il y a eu trop une grosse médiatisation autour du livre qu'on a tellement d'attentes vis-à-vis le film. Puis, justement, l'adaptation, de dire « Ah, c'est sûr que ça va être mauvais », déjà là, tu pars à la base avec une mauvaise opinion du film avant de l'avoir vu. Je te le donne. Tandis que pour Il pleuvait des oiseaux, le livre était un peu moins connu. À la base, c'est pas cette couverture-là qu'il y avait. Puis ils ont ressorti une édition avec la couverture du film. Donc, je pense que ça l'aide à ce que on est capable de faire la distinction entre le film et le livre, même si c'est à la base la même histoire. Et je pense que c'est toute la médiatisation autour du livre qui peut jouer sur l'appréciation du film ou pas. Je pense que oui. Je pense aussi qu'il y en a qui font beaucoup pour les fans, là, pour ceux qui aiment beaucoup le livre. Ils essayent de juste reproduire sans utiliser des fois le cinéma en tant que tel. Là. Puis dans le film, moi, j'ai trouvé qu'il utilisait justement beaucoup la musique, les silences. Tu sais, ce que le livre peut pas faire. Un livre en silence, ça paraît mal. Ouais. Donc, il utilise ça pour faire créer les émotions que le livre va nous faire chercher par le texte en tant que tel. Tout à fait. Je pense que ça joue aussi beaucoup, là. Oui, l'utilisation de la musique puis des silences, c'est aussi important que les dialogues là, dans un film. Puis ça peut en dire beaucoup plus là, que justement un dialogue. Là. Donc, ouais, je pense c'est important. Oui. Puis selon toi, est-ce que les adaptations en cinéma, est-ce que ça aide ou ça aide pas les lecteurs à avoir plus de lecteurs, à aller vers les livres? Toi, mettons, le fait d'aller voir le film, ça t'a emmené vers les livres. Penses-tu que ça peut parfois apporter d'autres personnes qui liraient moins à aller, par exemple, voir les séries Netflix là, sur plein de films et de séries? Tu penses que ça peut aider? Je pense que oui. Moindrement que la personne c'est une personne qui apprécie la lecture, là, ça c'est sûr. Je pense que si la personne elle découvre soit une série ou un film, puis elle l'apprécie beaucoup, ça va peut-être... puis qu'elle apprend que c'est à la base un livre, peut-être que oui, ça va lui donner cette curiosité-là d'aller voir. C'est pas non plus tous les lecteurs qui ont cette curiosité-là d'aller... une curiosité d'aller voir ce que ça peut donner. Mais je pense que oui. Je pense que... Cool. Et tantôt, avant l'entrevue, tu m'as parlé d'une anecdote qui aurait en lien avec Tedford. Tu disais que le film, en fait, avait peut-être des scènes tournées ici. Oui, ben je pense que tout... Ben là, oui, en fait, il y a des scènes qui ont été tournées dans la région ici. C'est très cool. On a... je sais que l'équipe de tournage est venue passer quelques temps là, dans la région. C'est quand même sympathique. Il va falloir essayer de trouver les scènes. De mon souvenir, je pense que c'est les scènes autour du lac, là, mais là, il va falloir que je développe mes recherches. Il faudrait sortir nos yeux d'espion pour pouvoir trouver la réponse. Mais je pense que... Mais ça, je sais qu'il y a des scènes qui ont été tournées autour... Ben, ici, dans la région. Ça, je sais. Mais lesquelles, là... je suis pas certaine. Non. En fait, finalement, j'aime bien parler. T'es quelqu'un qui fait beaucoup de challenges, de défis de lecture. Oui. Et j'avais envie que tu m'en parles un peu plus, là, présentement. Qu'est-ce que tu fais comme défi de lecture? Puis qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, de faire ce type de défi-là? En fait, j'ai commencé à faire des défis de lecture parce que j'ai trop de livres à la maison. Ah! Je connais pas ça, ce problème-là. Je sais jamais quel choisir. Puis, je sais qu'il y en a que ça fait une éternité qui sont dans ma bibliothèque, puis je me dis, il faudrait que je les lise à un moment donné. Mais ils m'attirent un petit peu moins, mais je les garde parce que des fois, c'est des classiques de la littérature, puis je me dis, en tant que lectrice aguerrie, ben je pense que ça mérite d'être dans ma pile de livres lus.
Donc, en faisant des défis, ben ça me permet de... C'est les défis qui choisissent mes prochaines lectures, dans le fond. OK. Fait que, mais je fais toutes sortes de défis. Par exemple, en ce moment, j'en fais un, c'est une BD par mois. Donc, OK. je découvre des BD. Il y a des thèmes, en fait, là. Janvier, c'était une BD adaptée... non, c'était un roman adapté en BD. OK. Fait que chaque mois, il y a des thèmes en lien avec la BD. J'en fais un autre que c'est un livre par mois aussi. On découvre des auteurs féminins. Fait que là, ce mois-ci, c'est un auteur LGBTQ+. OK. Donc, Et tu trouves ça où, ce genre de défi-là? il y a des groupes Facebook. OK. Il y a des pages Instagram aussi, sur les réseaux sociaux, là, principalement. Mais il y a aussi la bibliothèque de Thetford qui en a... Qu'on en fait un. Oui, le bingo. C'est vrai. Le défi vidéo. Oui. Donc, il peut rentrer très bien, là. Il pleuvait des oiseaux dans le défi. Je l'ai déjà lu. On va trouver... Ah! Mais aux personnes qui le font. Oui, c'est ça. Il est rapide à lire, comme on disait tantôt. Il se lit super bien, il est super bon. Donc, c'est sûr qu'il rentre dans une ou deux catégories. Oui. C'est un livre québécois. Oui. Fait Oui, que- tout à fait. Donc, c'est un livre qui est québécois, qui s'adresse vraiment à tous les publics. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, en gros, comme recommandes-tu la lecture de Il pleuvait des oiseaux? Oui. Oui, Oui. oui, tout à fait. C'était un beau moment Ok. de lecture. Merveilleux. Et, moi, j'aime ça aussi savoir, quelle est ta plus récente découverte littéraire? Récemment, j'ai lu la trilogie regroupée sous le nom de Marie Tempête, qui est Un hiver de tourmente, Les grands sapins ne meurent pas, et puis Il danse dans la tempête. C'est un livre jeunesse, OK. adolescent. Puis, moi, je présume que j'étais une des seules adolescents à pas avoir lu ce livre-là au secondaire. Fait que je l'ai lu récemment, puis j'ai apprécié. On se lie pas d'amitié, mais on se lie avec les émotions du personnage principal, que là, son nom m'échappe, parce que je suis pas très bonne avec les noms. Je comprends ça. Mais on se lie, on vit les émotions que cette adolescente-là vit. Dans le fond, son premier amour, sa première peine d'amour. Puis elle vit aussi un deuil en même temps que son amour. Fait que là, elle est prise dans toutes ces émotions-là d'une adolescente qui sait pas comment... qui apprend à vivre et connaître et nommer ses émotions. Ok. Donc, c'est... C'est quand même chouette de savoir que c'est encore une série qui est intéressante pour les adolescentes et les ados Oui. en général. Moi, j'ai lu ça quand j'étais jeune. Je crois que j'étais en secondaire 1. C'est encore, par exemple, c'est encore pertinent comme œuvre. Encore là, c'est québécois. Là. Dominique Demers, on l'aime d'amour. Oui, c'est ça. Elle fait beaucoup... Elle est vraiment incroyable. Là. Ouais. Donc, voilà, moi, ça complète. Donc, je te remercie. Ben, merci de m'avoir invitée. C'était très chouette et très intéressant. Je vais Oui. peut-être le relire. Ben, moi aussi, je pense que je vais le relire. Je pense que je l'ai lu rapidement parce que j'ai un rythme de lecture rapide. Puis des fois, je suis là ralentie, mais en même temps... En tout cas, fait que C'est bon, fait que je veux lire vite. Oui. Mais faut que je... Ah! Fait Ouais, que je comprends. j'ai comme l'impression de manquer des bouts, mais en même temps, sur le moment, j'ai tout assimilé. Fait que... Mais c'est ça. Fait que... Ouais, il y a, je pense, des lectures comme ça qui vaut la peine d'être relues. Ouais, lui est relu, mais moi aussi, là, je crois que je suis rendue là. Oui. Donc, merci. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler, contrairement à l'habitude, ni d'un roman, ni d'une biographie, mais c'est plutôt un répertoire dont le titre est Poubelle, bottin, jacuzzi, l'histoire étonnante de 101 noms proprement communs de Frédéric Gersal. C'est un livre de 216 pages qui fait un répertoire de noms communs, mais qui à l'origine étaient des noms propres qui appartenaient aux individus qui ont créé ou qui sont à l'origine du mot qu'on utilise maintenant comme nom commun. Par exemple, le mot Alzheimer, c'est un nom qui vient d'un médecin qui s'appelait Aloïs Alzheimer, qui reçoit en 1901 une patiente qui a différents troubles de mémoire, qui oublie des choses récentes, etc. Et il la suit pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à son décès.
Et il fait devant les autres médecins des rapports, une conférence, et finalement, on attribue son nom à la maladie elle-même. Un autre nom qui est intéressant, c'est le mot frisbee. Tout le monde connaît les frisbees, le genre d'assiette plastique que l'on lance. Ce nom-là est à l'origine des étudiants à l'université de Yale qui jouaient avec des assiettes qu'un pâtissier se servait et ils jouaient à ce qu'on appelle le frisbee aujourd'hui. Et il y a une compagnie qui a repris ça, qui a refait des assiettes en plastique et qui ont donné le nom du pâtissier frisbee à ce jeu-là. C'est assez spécial. Le mot Tupperware, c'est un mot que tout le monde connaît pour les produits de plastique. C'est un monsieur qui s'appelait Earl Silas Tupper qui, avec des restes de plastique, a fait des boîtes pour l'armée. Il a essayé de les vendre dans des chaînes de magasins. Ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, il s'est mis à vendre ça à domicile, comme sont les démonstrations Tupperware aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a connu beaucoup de succès. Ensuite, un autre nom qui est assez répandu, jacuzzi, pour les pompes pour les piscines, que tout le monde connaît. C'est un type qui a créé des pompes d'irrigation. Et ces pompes d'irrigation-là, une fois qu'il les a créées, il a voulu en faire un format plus petit pour que ça s'adapte à un bain, parce que son fils souffrait d'une forte arthrite et il pensait que c'était quelque chose qui pourrait le soulager. Donc, c'est comme ça que les pompes jacuzzi sont nées. Ensuite, un autre nom qui est intéressant aussi, c'est le mot Nico. Nico pour nicotine. Au commencement, il s'appelait, attendez un petit peu, Jean Nico. Il était ambassadeur au Portugal. Et sur les quais, il a eu connaissance de gens qui arrivaient avec une plante médicinale. Faites bien attention. Ça servait à soigner. C'était le tabac. On a appelé ça l'herbe anico. Et le nom nicotine qui est contenu dans le tabac, ça vient de cet individu-là. Et il y a plein de noms après ça dans le livre qui sont intéressants. Le mot Colt, le mot Calipino pour calepin, le mot silhouette, le mot Kir pour la boisson. Il y a plein de noms qui sont intéressants à découvrir l'origine. Je termine en vous disant, toujours une phrase que je trouve intéressante, lire, c'est rêver les yeux ouverts. Merci, à la prochaine.